Le rire étouffé des fidèles résonna comme un coup de tonnerre dans la nef silencieuse de l'église Saint-Sulpice, à Paris. Évariste, les joues en feu sous les regards acérés, serra les poings autour des lanières craquelées de ses vieilles chaussures, ses reliques usées qu'il portait comme un bouclier contre le monde. Pédé en guenilles, cracha un homme bedonnant au premier rang, et le silence se brisa en un chœur de moquerie qui s'éleva jusqu'aux voûtes gothiques, où les anges de pierre semblaient détourner les yeux. Évariste avait 16 ans, un corps frêle taillé par les rues de Belleville, ce quartier cosmopolite où les odeurs d'épices se mêlaient aux effluves de misère. Fils d'un père ouvrier portugais qui avait fui le régime de Salazar pour atterrir dans les usines Renault, et d'une mère française qui cousait des ourlets jusqu'à l'aube pour payer le loyer, il grandissait dans un 2 pièces exigu où les murs suintaient l'humidité. L'église était son refuge, un havre de bois ciré et de chants en latin, loin des bagarres d'école où ses camarades le traitaient de foufoune dès qu'il osait fixer trop longtemps les épaules larges d'un footballeur. Ce dimanche-là, il s'était faufilé au fond, espérant se fondre dans l'ombre des confessionnaux, mais ses chaussures, ses godillots hérités de son oncle défunt, aux semelles trouées qui laissaient filtrer la boue de la Seine, avaient trahi sa pauvreté. Et sa différence. Le pasteur Émile, un homme aux tempes grisonnantes et au regard perçant comme un vitrail brisé, prêchait sur la parabole du bon samaritain. Aimez votre prochain comme vous-même, tonnait-il d'une voix qui roulait comme un vin de Bourgogne, quand le murmure avait commencé. D'abord discret, un gloussement étouffé d'une vieille bigote en chapeau de paille, puis l'escalade, des ricanements, des regards en coin, et enfin cette insulte, lancée comme une pierre dans l'étang immobile de la messe. Évariste sentit son cœur cogner contre ses côtes, un tambour de guerre qui menaçait de le submerger. Il voulut se lever, fuir vers la sortie latérale où les statues des saints veillaient indifférentes, mais ses jambes refusèrent. Au lieu de cela, il croisa le regard de Maxime, assis 3 rangs devant lui. Maxime de Launay, 18 ans, fils du comte déchu d'un manoir normand en ruine, était l'opposé d'Évariste en tout, grand, athlétique, avec des cheveux châtains qui bouclaient juste assez pour évoquer les marquis de l'Ancien Régime. Héritier d'une lignée protestante qui avait fui les persécutions catholiques au XVIIe siècle, il fréquentait Saint-Sulpice par habitude familiale, mais son esprit vagabondait vers les cafés existentialistes de Saint-Germain-des-Prés. Maxime avait remarqué Évariste des semaines plus tôt, lors d'un chœur paroissial où le garçon, d'une voix d'ange brisée, avait entonné un psaume. Il y avait vu, non pas un paria, mais une flamme vacillante dans la grisaille parisienne, une beauté brute, presque biblique, comme David face à Goliath, mais avec des yeux verts qui perçaient l'âme. Quand l'insulte fusa, Maxime se raidit. Son poing se serra sur le missel relié cuir, et il se tourna à demi, cherchant le coupable. L'homme bedonnant, un assureur du quartier latin nommé Bertrand, arborait un sourire suffisant, encouragé par les hochements de tête complices de ses voisins. Regardez-le, ce minet avec ses pompes de clochard, siffla une femme voilée, et le rire se propagea comme une traînée de poudre. Évariste baissa la tête, les larmes brûlantes au bord des cils, imaginant déjà le retour à l'appartement, sa mère, les yeux cernés, lui demandant pourquoi il rentrait si tôt, et lui, muet, le cœur en miettes. Mais alors que le chaos menaçait d'engloutir la cérémonie, le pasteur Émile s'interrompit. Son sermon sur l'amour fraternel, si abstrait jusqu'alors, prit chair dans le silence tendu. Il descendit de la chaire d'un pas mesuré, sa robe noire flottant comme une cape de justicier, et s'avança vers le milieu de la nef. Les rires s'éteignirent un à un, comme des bougies soufflées par un vent froid. Frères et sœurs, déclara-t-il d'une voix qui ne tremblait pas, nous sommes ici pour adorer, non pour juger. Celui qui lance la première pierre, qu'il se souvienne, elle pourrait bien lui revenir en pleine face. Les fidèles retinrent leur souffle. Émile s'approcha d'Évariste, qui se recroquevillait sur le banc, et posa une main ferme sur son épaule. « Lève-toi, mon enfant, murmura-t-il, assez fort pour que tous entendent. Évariste obéit, tremblant, ses chaussures grinçant sur le dallage poli. Le pasteur se tourna vers l'assemblée, son regard balayant les visages rougissants. Ses souliers usés. Ils ont foulé plus de chemin de croix que vos escarpins neufs. Et cette âme que vous moquez? Elle est plus pure que bien des cœurs ici présents. Un murmure de malaise parcourut la foule. Bertrand, le bedonnant, baissa les yeux, son assurance fondant comme neige au soleil. Maxime, le cœur battant, se leva à son tour. Il n'avait pas prévu cela lui, l'héritier distant, le flâneur des boulevards, se dressant pour un inconnu. Pourtant, en croisant le regard d'Évariste, il y eut une gratitude muette, un appel muet qui résonnait en lui comme un écho de ses propres tourments. Car Maxime portait son secret comme une croix invisible, ses nuits hantées par des rêves d'étreinte masculine, inspirés des vers interdits de Rimbaud qui le relisaient en cachette. « Pasteur, dit-il d'une voix claire,
surprenant même lui-même, permettez-moi d'aider. Ce garçon n'est pas seul. Émile hocha la tête, un sourire fugace éclairant son visage buriné. Bien parlé, Maxime. L'amour n'est pas un mot, c'est un acte. La messe reprit, mais l'air avait changé. Évariste, escorté par Maxime vers la sortie, sentit pour la première fois une chaleur autre que la honte, celle d'une main effleurant la sienne, fugitive, dans l'ombre du porche. Les jours suivants furent un tourbillon pour Évariste. À l'école, les murmures persistaient le PD de l'église, mais il marchait la tête plus haute, revivant la scène comme un film en boucle. Maxime l'attendait après la sonnerie, sous le marronnier du lycée Victor Hugo, avec un sourire timide et un paquet de gauloises volées à son père. Je m'appelle Maxime, s'était-il présenté ce premier après-midi, comme si le destin les avait unis au-delà de la pierre sacrée. Évariste, méfiant, avait balbutié son nom, craignant que ce ne soit une farce. Mais Maxime était sincère, il l'invita à un café sur la place des Vosges, payant les 2 croissants au beurre avec l'argent de poche de sa mère, une galeriste qui ignorait tout de ses inclinations. Là, sous les arcades du XVIIe siècle, ils parlèrent. Évariste confia ses peurs, les regards de son père, bourru et silencieux, qui flairait le défaut sans le nommer, les nuits où il se touchait en imaginant des corps comme le sien, doux et forts à la fois. Maxime écouta, les yeux rivés aux siens, et avoua à son tour, ses lectures de Proust, où les amours cachés de Swann le hantaient, son premier baiser volé à un garçon du pensionnat normand, un été pluvieux où la mer mugissait comme un amant jaloux. On est des parias, toi et moi, dit Maxime, et Évariste rit pour la première fois depuis longtemps, un rire clair qui fit danser les pigeons sur les pavés. Leur amitié fleurit en secret, comme une rose dans un pot fêlé. Des promenades le long de la Seine, où ils jetaient des cailloux dans l'eau et parlaient de fuite peut-être vers Marseille, ville de marins aux cœurs ouverts, ou vers l'Amérique rêvée, ce Far West des âmes libres que Maxime dévorait dans les romans de Kerouac. Évariste, pragmatique, rêvait d'un simple appartement à Montmartre, loin des jugements. Maxime, plus audacieux, caressait l'idée d'un coming-out flamboyant, inspiré par les poètes maudits. Mais sous ses rêves, une tendresse grandissait, faite de regards prolongés, de mains qui s'attardaient, de silences chargés de promesses. Pourtant, l'ombre planait. Bertrand, l'assureur, n'avait pas digéré l'humiliation publique. Homme influx dans la paroisse, il ourdissait en silence, murmurant aux oreilles des commères que le pasteur protégeait un déviant. Et Maxime, fils de bonne famille, portait le poids d'un frère aîné, Antoine, qui revenait de l'université de Sorbonne avec des idées conservatrices aiguisées comme des lames. Ne te mêle pas à la racaille, petit frère, lui avait-il lancé un soir, lors d'un dîner familial où les couverts teintaient comme des menottes. Évariste, ignorant ces tempêtes, s'ouvrait comme une fleur au soleil. Un soir d'automne, sous les feuilles rousses du Luxembourg, Maxime osa, un baiser, timide d'abord, puis fervent, leurs lèvres se trouvant dans l'ombre d'un bosquet. Le monde s'effaça au plus de moqueries, plus de chaussures usées. Seulement eux, 2 cœurs battant à l'unisson contre le vent froid de Paris. L'hiver s'abattit sur la capitale comme un manteau de plomb, enveloppant les boulevards haussmanniens d'un givre qui craquelait les rêves. Évariste et Maxime, emmitouflés dans des écharpes empruntées, se réfugiaient dans les cafés enfumés du Marais, où les intellectuels débattaient de Sartre et de l'absurde existentiel. Pour eux, l'absurde était ailleurs, dans les regards furtifs qu'ils échangeaient par-dessus leur tasse de chocolat chaud, dans la peur constante d'être surpris. Et si on s'enfuyait vraiment, murmurait Maxime, traçant du doigt les veines de marbre sur la table. Évariste secouait la tête, pragmatique, ou « Mon père me tuerait. » Et ta famille ? La famille de Maxime était un château de cartes, sa mère, Élise, une beauté fanée qui exposait des toiles abstraites dans sa galerie de la rue de Rivoli, vivait dans l'ombre d'un mariage raté avec un comte alcoolique qui préférait les chevaux aux enfants. Antoine, l'aîné, 22 ans, incarnait l'héritage, études de droit, fiançailles avec une héritière bretonne, et un mépris viscéral pour tout ce qui déviait de la norme. Il avait surpris Maxime, un soir de Noël précoce, relisant Le Temps retrouvé avec un air absent, et avait ricané, toujours dans tes livres de tapette, hein. Maxime avait rougi, niant farouchement, mais la graine du doute était plantée. Évariste, lui, naviguait entre 2 mondes. Chez lui, les dîners étaient frugaux, soupe aux choux, pain rassis, et les silences lourds de son père, Manuel, qui rentrait des chaînes de montage avec les mains noircies de graisse. « T'es un homme ou quoi ?» grognait-il parfois, quand Évariste oubliait de réparer une fuite. Sa mère, Claire, soupçonnait tout, les retards, les sourires secrets. Un soir, elle le coinça dans la cuisine, son tablier taché de farine comme une toile impressionniste.
c'est ce garçon blond, hein? Fais attention, mon chéri. L'amour, ça blesse plus que la faim. Évariste, les yeux baissés, promit de veiller, mais son cœur, ce traître, battait déjà pour Maxime. Leur romance s'épanouit en fragments volés, un après-midi dans le métro, où leurs cuisses se pressaient dans la foule, envoyant des décharges électriques, une nuit au Père-Lachaise, errant parmi les tombes de Chopin et de Wilde, où Maxime récita des vers d'Apollinaire sous le pont Mirabeau coule la Seine. Et c'est là le poème d'un baiser fiévreux. Évariste, ivre de cette audace, se livra, je t'aime, souffla-t-il, les mots comme une prière païenne. Maxime, les yeux brillants, répondit, moi aussi. Pour toujours. Mais le conflit couvait. Bertrand, l'assureur, avait pris contact avec Antoine via un ami commun de la paroisse. Lors d'un thé mondain dans un salon haussmannien, il dépeignit Évariste comme un corrupteur, un garçon de basse extraction qui entraînait Maxime dans la débauche. Antoine, outragé, confronta son frère lors d'une dispute familiale explosive. Ce petit prolo te pourrit. Papa serait dégoûté. Maxime, fou de rage, claqua la porte, courant droit vers l'appartement d'Évariste à Belleville. Ils firent l'amour pour la première fois cette nuit-là, sur un matelas affaissé, sous les cris étouffés des voisins. C'était maladroit, tendre, un mélange de sueur et de larmes, Évariste pleurant de joie, Maxime jurant fidélité contre vent et marée. Le printemps arriva, trompeur, avec ses cerisiers en fleurs le long du canal Saint-Martin. Évariste, encouragé par Maxime, osa un coming out timide auprès de sa mère. Claire, les yeux humides, l'étreignit, tant que ça te rend heureux, mon ange. Manuel, apprenant la nouvelle par inadvertance, explosa, une assiette brisée, des mots crus comme anormal, et Évariste qui s'enfuit dans la nuit, trouvant refuge chez Maxime. Là, dans le duplex familial vide Élise en voyage à Venise, ils vécurent une semaine idyllique, petit déjeuner au lit, promenade en Vélib jusqu'à la butte Montmartre, où ils s'embrassaient sous le Sacré-Cœur, indifférents aux touristes. Pourtant, la trahison frappa comme un éclair. Antoine, manipulé par Bertrand, avait engagé un détective privé ou une relique des polars noirs que Maxime affectionnait tant. Les photos arrivèrent par courrier, Évariste et Maxime enlacés au Luxembourg, un baiser volé près de Notre-Dame. Antoine les agita sous le nez de leur mère à son retour. Élise, choquée mais pragmatique, convoqua Maxime, c'est une phase, mon chéri. Pense à ton avenir. Mais Maxime, le cœur endurci, défia, c'est ma vie. Furieux, Antoine passa à l'attaque, il contacta Manuel, le père d'Évariste, avec les preuves. Votre fils corrompt le mien. Éloignez-le, ou je ruine votre famille. Manuel, rongé par la honte et la peur du qu'en dira-t-on, somma Évariste à la maison. La confrontation fut un ouragan, poing brandi, cris qui traversèrent les murs minces. T'es pas mon fils. Sors d'ici, dégénéré. Évariste, le visage encens d'une gifle maladroite, s'effondra. Claire, en larmes, tenta de le retenir, mais il s'enfuit, errant dans les rues pluvieuses de Paris, ses vieilles chaussures pataugeant dans les flaques. Il atterrit chez le pasteur Émile, qui l'accueillit sans question, dans la sacristie aux odeurs d'encens et de vieux livres. Maxime, apprenant l'exil d'Évariste par un appel désespéré de Claire, brisa tous les ponts. Il quitta la maison familiale avec un sac à dos, quelques livres et le cœur en berne, rejoignant Évariste à l'église. On recommence à zéro, promit-il, serrant la main du garçon dans la pénombre. Émile, témoin silencieux, les bénit d'un regard paternel, l'amour vrai est une église en soi. Leur refuge fut précaire, nuit sur les bancs durs, jour à mendier des emplois au Maxime en livreur de pizza, Évariste en aide-jardinier au jardin des plantes. Mais la tendresse les liait plus fort, des lettres écrites à la main, des poèmes chuchotés, un amour qui fleurissait dans l'adversité, comme les vignes sur les coteaux de la Loire. Pourtant, le doute s'insinuait. Évariste, hanté par le rejet paternel, se réveillait en sursaut, et si on n'y arrive pas? Maxime, feignant la force, répondait, on y arrivera. Pour nous. L'été approcha, lourd de promesses et de menaces. Bertrand, sentant la victoire, organisa une réunion paroissiale pour discréditer Émile, accusant le pasteur de favoriser l'immoralité. Antoine, allié inattendu dans sa vengeance fraternelle, accepta d'y assister. Maxime, flairant le piège, supplia Évariste de rester discret. Mais le destin, ce farceur, en décida autrement. La réunion paroissiale se tenait un jeudi soir, dans la crypte fraîche de Saint-Sulpice, où l'humidité suintait des murs comme des larmes oubliées. Bertrand, en costume 3 pièces impeccable,
présidait, flanqué d'une dizaine de fidèles triés sur le volet, des bigots aux lèvres pincées, des veuves au collier de perles qui cliquetaient comme des jugements. Le pasteur Émile a perdu la boussole, déclara-t-il, sa voix nasillarde résonnant contre les voûtes basses. Protéger un sodomite au sein de notre communauté? C'est une abomination. Les murmures d'approbation fusèrent, nourris par les ragots distillés depuis des mois. Évariste et Maxime, tapis dans l'ombre d'un confessionnal adjacent, écoutaient, le cœur serré. Ils étaient venus par loyauté envers Émile, ce père spirituel qui les avait recueillis sans poser de questions. Maxime, les poings crispés, voulait surgir, mais Évariste le retint, pas maintenant. Ça empirerait tout. Pourtant, quand Antoine entra en scène grand, raide, avec un dossier de preuves sous le bras, la fureur de Maxime bouillonna. Son frère, ce fantôme de la respectabilité, alignait les photos volées, les témoignages fabriqués, mon propre frère a été séduit par ce voyou. Nous devons agir, pour l'honneur de l'Église. La trahison d'Antoine frappa Évariste comme un coup de poignard. Il avait cru, naïvement, que Maxime avait rompu tout lien, mais voilà que le frère surgissait, arme au poing, pour les abattre. Les larmes montèrent, chaudes et amères. Il nous et murmura Évariste, et Maxime, dévasté, hocha la tête, je le hais plus que quiconque. Leur amour, si pur dans l'intimité des nuits volées, se heurtait maintenant à la laideur du monde, ces hommes et femmes qui, au nom de Dieu, semaient la haine. Émile arriva alors, inopiné, sa silhouette imposante emplissant l'entrée de la crypte. Assez, tonna-t-il, sa voix coupant le brouhaha comme une lame. Les fidèles se turent, hypnotisés. Le pasteur, les yeux flamboyants, s'avança au centre du cercle. Vous parlez d'abomination? Regardez-vous, vous, Bertrand, qui trompez votre femme avec la secrétaire, vous, Antoine, qui vendez votre frère pour un titre nobiliaire fantôme. L'abomination n'est pas l'amour, c'est votre hypocrisie. Un hoquet collectif secoua l'assemblée. Émile cita les évangiles, sa parole roulant comme un torrent, Pierre a renié Christ 3 fois, et pourtant il fut pardonné. Qui êtes-vous pour condamner sans procès? Bertrand, livide, balbutia une défense, mais Émile l'interrompit, et ce garçon que vous moquiez pour ses chaussures? Il marche sur les traces du Christ, nu et pauvre. Son cœur bat pour un autre homme? Tant mieux. Car l'amour, vrai, est le seul miracle que Dieu nous ait légué. Maxime, incapable de se retenir, surgit de l'ombre, traînant Évariste avec lui. Les regards se braquèrent, hostiles d'abord, puis émus malgré eux. Voici mon frère, déclara Maxime, la voix brisée mais ferme, passant un bras autour des épaules d'Évariste. Et voici l'amour que vous voulez briser. Mais il est plus fort que vos mensonges. La crypte explosa en un chaos de voix, certains crièrent au scandale, d'autres une vieille dame au fond, un jeune père de famille à applaudir timidement. Antoine, le visage déformé par la rage, avança vers Maxime, poing levé, traître. Mais Évariste, dans un sursaut d'instinct protecteur, s'interposa. Non. Il est à moi. Le coup partit, effleurant l'épaule d'Évariste, et le silence tomba, lourd comme une sentence. Émile s'interposa, écartant Antoine d'une main ferme. Sortez, tous. Cette église n'est pas un tribunal, c'est un sanctuaire. La nuit suivante, Paris s'embrasa d'une tempête d'été, la pluie martelant les toits comme des regrets. Évariste et Maxime, réfugiés dans la sacristie, se blottirent l'un contre l'autre sur un lit de camp. J'ai peur, avoua Évariste, sa voix un filet fragile. Maxime, caressant ses cheveux humides, répondit, moi aussi. Mais ensemble, on est invincible. Leur étreinte fut un baume, corps entrelacés, souffle mêlé, un rituel païen dans ce lieu saint. Pour la première fois, Évariste se sentit entier, non plus le garçon aux chaussures usées, mais un amant, un pilier. Le lendemain, les représailles affluèrent. Bertrand lança une pétition pour démettre Émile, recueillant des signatures dans les marchés aux puces et les salons bourgeois. Antoine, banni par sa mère Élise qui, touché par les mots du pasteur, avait choisi son cadet, erra dans une colère sourde, complotant une vengeance plus subtile, contacter la presse locale, un torchon conservateur qui titrait sur les dérives morales de l'Église. Maxime, apprenant le plan par une amie de la galerie maternelle, confronta son frère dans un bistrot du quartier latin. Pourquoi? Pour l'héritage? Pour ton orgueil? Antoine, les yeux injectés de vin, cracha, parce que tu salis notre nom. Et ce prolo? Il te ruinera. La dispute dégénéra en pugilat, chaises renversées, verres brisés,
et Maxime qui rentra chez Émile avec un œil au beurre noir. Évariste, paniqué, nettoya la plaie avec un chiffon trempé d'eau bénite. On doit partir, dit-il enfin, la voix résolue. Maxime acquiesça, vers le sud. Provence, peut-être. La houle et la vente cachent les secrets. Ils firent leur paquet, un vieux pull, des romans cornés, et les chaussures usées d'Évariste, symbole désormais de résilience. Mais avant le départ, un dernier acte de courage. Émile, apprenant la pétition, organisa une messe ouverte, invitant les persécutés à témoigner. Évariste, poussé par Maxime, monta en chair. Sa voix, d'abord tremblante, gagna en force. On m'a moqué pour mes souliers, pour mon cœur. Mais aujourd'hui, je dis, j'aime un homme, et c'est la plus belle prière que j'ai jamais dite. Les fidèles, un mélange de curieux et de fidèles, retinrent leur souffle. Maxime, au premier rang, pleurait ouvertement. Émile conclut, allez, et aimez sans peur. La presse s'empara de l'affaire, mais pas comme Antoine l'espérait. Un journaliste du Monde, touché par le témoignage, titra « L'Église de l'amour, un pasteur défie l'intolérance ». Bertrand, discrédité, se retira dans sa villa de Deauville, murmurant des malédictions. Antoine, confronté à sa propre solitude, écrivit une lettre d'excuse tardive, trop peu, trop tard. Évariste et Maxime prirent le train pour Avignon, sac aux pieds, mains enlacées. La Provence les accueillit avec ses champs violets et ses vents chauds, un nouveau chapitre où l'amour, enfin, respirait librement. Avignon, cité des papes, s'étalait sous un soleil impitoyable, ses remparts ocre veillant sur le Rhône comme des gardiens bienveillants. Évariste et Maxime s'installèrent dans une mansarde au bord du fleuve, un taudis au plafond bas où l'odeur de la lavande voisine se mêlait à celle de la peinture fraîche. Maxime, embauché comme restaurateur dans un atelier d'art, barbouillait des toiles pour payer le loyer. Évariste, cueilleur de fruits dans les vergers environnants, rentrait les mains tachées de jus de pêche, le corps las mais l'âme allégée. C'est le paradis, soupirait-il, s'effondrant dans les bras de Maxime, qui l'embrassait avec une ferveur renouvelée. Leur vie prit un rythme languide, teinté d'érotisme et de poésie. Les matins commençaient par des cafés forts sur le balcon étroit, d'où ils regardaient les péniches glisser paresseusement. Maxime lisait à voix haute des extraits de Gide, Les nourritures terrestres, sa voix caressant les mots comme une caresse sur la peau d'Évariste. Les après-midi étaient pour le travail, Évariste escaladant les échelles des abricotiers, imaginant Maxime dans chaque fruit mûr, Maxime, pinceau en main, peignant des nus inspirés de son amant, des corps androgynes baignés de lumière provençale. Les nuits, oh les nuits! Était un feu d'artifice, cornu sur des draps de lin rêche, explorant les contours de l'autre avec une urgence qui n'avait rien perdu de son innocence. Pourtant, le passé n'était pas mort. Des lettres arrivaient, sporadiques, claires, la mère d'Évariste envoyait de l'argent gagné à la sueur de ses ourlets, avec des mots d'encouragement. Ton père regrette, mais la fierté est un mur dur à abattre. Élise, la mère de Maxime, proposait une exposition pour ses toiles, un pont timide vers la réconciliation. Antoine, lui, se taisait, exilé dans un silence qui pesait comme une ombre. Et Bertrand? Oublié, relégué aux comméries parisiennes. Mais le conflit ressurgit sous une forme inattendue, l'intérieur d'Évariste. Les vergers, idylliques en surface, étaient tenus par un contremaître, Raoul, un colosse au regard lubrique qui flairait la faiblesse comme un chien de chasse. T'es pas comme les autres, toi, grogna-t-il un jour, coinçant Évariste contre un tronc de cerisier. Les mains calleuses s'approchèrent, et Évariste, paniqué, se débattit, un coup de pied dans le tibia, une fuite éperdue à travers les rangs d'arbres. Raoul jura vengeance, répandant des rumeurs au village, le PD de Paris, il drague tout ce qui bouge. Maxime, apprenant l'incident, bouillonna. Il confronta Raoul à l'aube, dans la cour de la ferme, sous le regard indifférent des poules. Touche-le encore, et je te casse la gueule. Raoul rit, massif, et toi, l'artiste? Tu vas peindre ma mort? La bagarre fut brève mais violente. Maxime, agile, évita les coups lourds pour en placer un au foie qui plia le géant en deux. Mais la victoire fut amère. Évariste, témoin malgré lui, revécut le trauma de son père, la violence comme un héritage maudit. Pourquoi tout dégénère, pleura-t-il cette nuit-là, lové contre Maxime? Parce que le monde est jaloux de notre bonheur, répondit celui-ci, mais le doute s'insinuait, venimeux. Le vrai au point vint en août, lors du festival d'Avignon. Maxime exposait ses toiles dans une petite galerie près du palais des papes des nus éthérés, inspirés d'Évariste, qui attirait les critiques par leur audace homoérotique. Un Jéricho moderne, titra un journal local,
et la foule afflua, touristes anglais, artistes parisiens en villégiature. Évariste, fier mais anxieux, se tenait en retrait, ses chaussures usées aux toujours les mêmes, rapiécées maintenant en contrastant avec les tenues chics. Puis Antoine apparut, comme un spectre, maigre, les traits tirés, il avait voyagé seul, mu par un remords qu'il n'avouait pas. « Frère, dit-il, la voix rauque, tendant une main hésitante. Maxime, surpris, recula, « Qu'est-ce que tu fous ici ?» Antoine baissa les yeux, « J'ai lu les articles. Sur toi, sur lui. J'ai compris. » Évariste, méfiant, observait depuis l'ombre. Était-ce une trêve sincère, ou un nouveau piège? Antoine confia son propre secret, balbutié, une liaison avortée avec un condisciple à la Sorbonne, étouffé par la peur. Je t'ai haï parce que je me haïssais. Maxime, ému malgré lui, serra son frère dans ses bras à un pardon fragile, comme du verre filé. Mais Raoul, l'ivrogne rancunier, avait suivi la piste jusqu'à la galerie. Ivre de pastis, il surgit au milieu du vernissage, hurlant « C'est des saloperies, ces tableaux. Des pédés qui se la jouent. » Il arracha une toile, la lacérant d'un geste rageur. La foule hurla, le chaos s'installa, verre renversé, cris, et Évariste qui bondit pour protéger Maxime. Raoul, aveuglé par la fureur, le frappa un coup au ventre qui le plia en deux. Maxime riposta, un uppercut qui envoya le colosse au sol, mais le mal était fait, et Évariste, le souffle coupé, cracha du sang sur le parquet ciré. Les gendarmes emmenèrent Raoul, menotté et marmonnant des insanités. Antoine, repentant, aida à ranimer Évariste, tenant sa tête comme un frère. La galerie se vida, mais Élise, arrivée en hâte de Paris, serra son fils, « Tes tableaux sont beaux. Comme ton amour. » Évariste, emmené à l'hôpital pour des côtes fêlées, murmura à Maxime, « C'était presque fini, hein ?» Maxime, les larmes aux yeux, promis, presque. Mais on n'est plus fort. La convalescence fut un temps suspendue, Évariste alité dans la mansarde, Maxime lisant à voix haute, Antoine envoyant des mots d'excuses hebdomadaires. Claire visita, apportant des madeleines et un pardon paternel timide. Manuel, brisé par la solitude, avait écrit « Reviens quand tu veux, fiston. » Le passé se refermait, cicatrice tendre. Pourtant, une nouvelle ombre, Maxime reçut une offre d'une galerie à New York, le rêve américain, cette terre promise des âmes errantes. On pourrait y aller, proposa Théil, excité. Évariste hésita, et laisser la Provence? Nos racines? Le conflit intérieur d'Évariste ressurgit, peur de l'inconnu, attachement à la terre française qu'il avait forgée, même dans la douleur. L'automne provençal enveloppa Avignon d'une mélancolie dorée, les feuilles des platanes dansant comme des confettis funèbres sur les pavés irréguliers. Évariste, guéri mais marqué où une cicatrice fine barrant son abdomen comme un rappel discret, arpentait les berges du Rhône avec Maxime, leurs pas synchronisés dans un silence complice. L'offre new-yorkaise planait entre eux comme un oiseau de proie, une exposition solo pour Maxime au MoMA, un billet pour l'Amérique, ce mythe de liberté absolue où les amours comme le leur fleurissaient sans entrave. Imagine, Manhattan, les lofts, les nuits folles, s'enthousiasmait Maxime, les yeux pétillants. Évariste souriait, mais son cœur se serrait, et moi? Le garçon aux guenilles, je ferai quoi là-bas? Le doute creusa un fossé subtil. Évariste, replongeant dans les vergers Raoul licencié, un nouveau patron bienveillant, se surprit à rêver de stabilité, une maisonnette à la campagne, des enfants peut-être adoptés un jour, une vie ancrée dans le sol fertile de France. Maxime, lui, vibrait d'ambition artistique, hanté par les ombres de Warhol et Basquiat, ces icônes gays qui avaient conquis le monde. C'est notre chance, insistait-il lors de leurs dîners frugaux aux salades de tomates du jardin, vin rosé volé aux caves du pape. Évariste hochait la tête, mais les nuits, seul dans le lit froid quand Maxime veillait sur ses toiles, il pleurait en silence, craignant d'être le boulet qui ancrerait son amant. Le climax éclata lors d'une fête villageoise, sous les guirlandes lumineuses de la place de l'Horloge. Antoine était là, transformé, rasé de près, un sourire sincère, accompagné d'un compagnon discret, un libraire lyonnais nommé Julien, dont la main effleurait la sienne avec tendresse. « Je viens de le dire à maman », confia-t-il à Maxime, une bière à la main. « Et papa ?» Il marmonne, mais il n'a pas raccroché. La révélation scella une paix familiale, Évariste, ému, serra Antoine dans ses bras, murmurant « Bienvenue au club des parias ». Pour la première fois, les frères rirent ensemble, un rire libérateur qui dissipa les dernières brumes. Mais au milieu de la liesse à accordéon tzigane, danse endiablée, Raoul réapparut,
libéré sous caution, un couteau de cuisine glissé dans sa ceinture. Ivre de rancune, il fondit sur Évariste au bord de la foule. « Toi, le PD, tu vas payer. » Le coup partit, superficiel, une estafilade au bras, mais suffisant pour que le sang coule, écarlate sur la chemise blanche. La panique s'empara du village, cris, gendarmes alertés, et Maxime qui se jeta sur Raoul, le plaquant au sol dans une fureur primale. Antoine, aidé de Julien, aida à le maîtriser, tandis qu'Évariste, palme et droit, refusa les larmes. « C'est fini, TN. » À l'hôpital, sous les néons crus, le verdict fut clément, point de suture, repos. Mais le vrai drame se joua dans la chambre, quand Maxime, effondré, avoua « Je pars à New York. » Seul. Pour un temps. Évariste, le cœur brisé, comprit, l'ambition l'emportait, et lui, avec ses rêves modestes, ne pouvait suivre. « Tu m'aimes encore » balbutia-t-il. Maxime pleura, plus que tout. « Mais si je reste, je m'éteindrai. Attends-moi. 6 mois, 1 an. On se retrouve. » La séparation fut un arrachement. Au quai de la gare TGV, sous un ciel de plomb, ils s'embrassèrent comme pour la dernière fois, langue entremêlée, celle des larmes sur les lèvres. « Écris-moi tous les jours » supplia Évariste. Maxime promit, montant dans le train avec un dernier regard qui disait « C'est temporaire ». Le convoi s'éloigna, emportant un morceau d'âme. Les mois suivants furent un purgatoire pour Évariste. Avignon, jadis paradis, devint prison, verger monotone, nuit solitaire hantée par les échos de rires partagés. Il écrivit des lettres ferventes, pleines de souvenirs, le baiser au Père Lachaise, la messe salvatrice, mais les réponses de Maxime se raréfièrent, noyées dans le tourbillon manhattanien, vernissage, amitiés éphémères, tentations urbaines. « Je pense à toi » disait-il encore, mais les mots sonnaient creux. Puis, le silence. Évariste, désespéré, reprit le chemin de Paris, frappant à la porte du presbytère de Saint-Sulpice. Émile, vieilli mais serein, l'accueillit. « L'amour vrai ne meurt pas », il mûrit. Encouragé, Évariste s'inscrivit à des cours du soir littérature, pour honorer Maxime, et trouva un emploi de libraire dans le Marais, entouré de livres qui parlaient d'amour défendu. Maxime, de son côté, conquit New York, exposition triomphale, critiques élogieuses dans le New Yorker. Mais au milieu des flashs, il se sentit vide, un roi sans couronne, manquant le cœur battant d'Évariste. Une nuit, ivre dans un loft de Chelsea, il relut les lettres, et le remords le submergea. Il prit le premier vol pour Paris, atterrissant sous la pluie de novembre, courant droit à l'église. Évariste était là, agenouillé en prière, ses chaussures neuves, offertes par Claire opposées à côté. Maxime s'agenouilla près de lui. « Pardonne-moi. L'Amérique était un mirage. Toi, tu es ma réalité. » Évariste, les yeux humides, se tourna. « Et si on recommence ?» Sans fuite. Leur baiser, dans la nef silencieuse, c'est là le pacte d'un amour humanisé par la douleur, plus fort dans sa vulnérabilité. Émile, depuis la chair, sourit. Voici la vraie parabole, 2 âmes moquées, qui ont trouvé la grâce. Paris les reprit, imparfait mais généreux, un appartement à Belleville, des dîners avec les familles réconciliées, Antoine et Julien comme témoins. Évariste écrivit un récit, chaussures usées, cœur neuf, publié modestement, touchant des vies anonymes. Maxime peignit leurs portraits, exposés au Louvre un jour, peut-être. L'hiver revint, doux cette fois, et sous les lumières de la tour Eiffel, ils marchèrent, main dans la main. L'amour, ce feu follet, avait triomphé au non par miracle, mais par choix humain, tenace et tendre.